Les jours suivant la révélation du père de Lucas, une atmosphère de tension palpable s'installe à Valmont-sur-Rivière, comme un brouillard invisible qui s'infiltre dans chaque recoin de la petite ville. Les rues, autrefois paisibles et bordées de maisons aux façades fleuries, semblent maintenant receler un secret à chaque coin, chaque ombre projetée par les lampadaires paraissant plus longue, plus menaçante. Les habitants vaquent à leurs occupations quotidiennes avec une hâte inhabituelle, évitant les regards prolongés et les conversations qui pourraient déraper vers l'inexpliqué. Les fenêtres éteintes des maisons, qui autrefois invitaient à la chaleur du foyer, deviennent des promesses de mystère, des yeux clos sur des vérités enfouies. Lucas, Mila et Elise, unis par leur découverte commune, passent de plus en plus de temps ensemble, leurs après-midi se transformant en sessions intenses de discussions chuchotées dans les parcs ou les cafés isolés. Leur curiosité, alimentée par une peur viscérale et une fascination irrésistible, les pousse à décortiquer chaque indice, la balise métallique, les photos jaunies de 1987, les confessions du père de Lucas sur l'écho. Ils ont besoin de comprendre non seulement ce qui se cache sous la ville, ses couloirs souterrains oubliés, ses résonances impossibles, mais également ce que les adultes cherchent désespérément à cacher, ces silences complices qui pèsent sur la communauté comme un pacte non dit. On ne peut pas juste attendre que ça nous tombe dessus, murmure Lucas un après-midi, les yeux fixés sur la rivière qui coule paresseusement en contrebas. Mila acquiesce, feuilletant nerveusement les photos qu'elle a apportées, tandis qu'Élise, plus sensible aux vibrations invisibles, sent déjà une migraine poindre à l'idée de creuser plus profond. Un soir, alors que le crépuscule enveloppe la ville d'une lueur orange sanguine teignant les toits de tuiles d'une couleur chaude et éphémère, les trois adolescents se promènent le long d'un sentier bordé d'arbres centenaires, leurs branches noueuses se découpant contre le ciel qui s'assombrit. L'air est chargé d'une humidité lourde, porteuse d'odeurs de terre mouillée et de feuilles en décomposition, un rappel subtil de l'automne approchant. C'est alors qu'il remarque, une fois de plus, une maison à l'écart des rues principales, perchée sur une petite colline herbeuse, longtemps abandonnée et enveloppée de légendes locales. Ses fenêtres sont noires et poussiéreuses, encadrées de volets écaillés qui pendent lamentablement comme des paupières fatiguées. Les rumeurs disent qu'elle appartenait autrefois à un scientifique impliqué dans les expériences de 1987, un homme qui a disparu sans laisser de traces. Mais au milieu de la nuit, depuis quelques semaines, elle s'allume subitement, par intermittence, une lumière blanche et froide qui clignote comme un signal morse désespéré, perçant l'obscurité comme un appel silencieux. Ce soir-là, quelque chose semble différent, les clignotements sont plus réguliers, presque rythmés, et une faible vibration semble émaner de la structure elle-même, comme si la maison respirait. « Regardez ça !» souffle Mila, pointant du doigt la silhouette sombre de la bâtisse. Élise plisse les yeux, sentant un picotement familier au bout de ses doigts, le même qu'elle avait ressenti lors de la panne d'électricité près de la rivière. Lucas, le cœur battant, propose sans hésiter, on s'approche. Ça pourrait être lié à l'écho. Les autres hochent la tête, une excitation mêlée d'appréhension les envahissant. Les 80 mètres qui les séparent de la maison paraissent interminables, un chemin de gravier craquant sous leurs pas qui s'étire comme un couloir sans fin. Chaque craquement de branches mortes sous leurs chaussures semble résonner dans toute la ville, amplifié par le silence oppressant du crépuscule. Le vent léger fait bruisser les feuilles des arbres environnants, créant un fond sonore qui masque à peine le battement rapide de leur cœur. À mesure qu'ils avancent, Élise sent le même frisson glacé qu'elle avait ressenti auparavant, une sensation qui remonte le long de sa colonne vertébrale comme une main invisible. Les murs de la maison, couverts de lierre rampant et de fissures qui zigzaguent comme des veines, semblent vibrer légèrement, comme s'ils répondaient à leur présence, un accueil muet et inquiétant. Lucas jette un regard en arrière vers la ville, où les lumières des maisons normales commencent à s'allumer une à une, contrastant avec l'isolement de cette demeure oubliée. « Vous sentez ça ?» demande Mila à voix basse, sa main effleurant le bras d'Élise. Comme si on était observé. Élise acquiesce, ses lèvres tremblantes, c'est pire que ça. C'est comme si la maison savait qu'on vient. Il s'arrête un instant devant la porte d'entrée, une lourde planche de bois vermoulu ornée d'une poignée rouillée. Lucas pousse doucement, et la porte s'ouvre avec un grincement sinistre, libérant une bouffée d'air poussiéreux chargée d'odeurs de moisie et d'abandon. À l'intérieur, la maison est en désordre mais étonnamment intacte, comme figée dans le temps. Le mobilier ancien, un canapé affaissé, une table basse couverte de toiles, d'araignées, des chaises renversées et recouverts de draps jaunis et déchirés, qui ne dissimulent pas complètement la trace de quelque chose d'autre de plus personnel et troublant. Les murs tapissés d'un papier peint délavé aux motifs floraux fanés sont ornés de dessins d'enfants collés ça et là avec du scotch jauni représentant deux mondes superposés, en haut une ville idyllique avec des maisons souriantes et un soleil radieux. En bas un reflet déformé avec des bâtiments tordus, des ombres élongatées et des figures indistinctes. Les traits sont naïfs, maladroits, tracés avec des crayons de couleur effacés par le temps, mais certains symboles ressortent avec une précision étonnante, des cercles traversés de lignes irrégulières exactement comme celui gravé sur la balise métallique qu'ils ont trouvé près de la rivière. Mila s'approche d'un dessin, ses doigts frôlant le papier fragile. « Regardez ça.
c'est le même symbole. Et ces dessins, on dirait qu'ils montrent l'écho comme un monde en miroir. Lucas hoche la tête, son esprit bouillonnant, peut-être que des enfants ont vécu ici ou visité. Et ils ont vu quelque chose. Élise, quant à elle, sent une nausée monter. Les dessins lui évoquent des visions fugaces, des flashs de couloirs sombres et de voix étouffées. Il fouille la pièce déplaçant précautionneusement les draps révélant des objets oubliés, un vieux journal daté de 1987 avec un article barré sur un incident technique au centre de recherche et une boîte de crayons cassés comme si le temps s'était arrêté brutalement. Au centre du salon, sous un tapis usé et poussiéreux, une trappe entr'ouverte attire soudain leur attention, un rectangle sombre qui semble pulser d'une invitation muette. Elle mène à un sous-sol sombre, tapissé de pierres humides et suintantes, où l'humidité perle comme des larmes sur les murs irréguliers. Dames symboles identiques à ceux gravés sur la balise et sur les photos retrouvées par Mila sont tracés à la craie ou gravés dans la pierre, formant une sorte de frise énigmatique qui court le long des parois. Lucas prend une lampe de poche de son sac à dos, la dirige vers le bas, le faisceau jaune perçant l'obscurité comme une lame. Il révèle un escalier en colimaçon rouillé qui descend en spirale dans les ténèbres, les marches grinçant sous un poids invisible. Un air glacial s'en échappe, plus froid que la nuit elle-même, chargé d'une odeur minérale et métallique qui pique les narines. On y va, propose Lucas, sa voix trahissant une pointe d'hésitation malgré son ton déterminé. Mila avale sa salive, c'est peut-être dangereux, mais on ne peut pas reculer maintenant. Élise, pâle, sent les murmures indistincts s'intensifier, presque des mots formés dans son esprit, des bribes de conversation, des appels étouffés. Le sol semble vibrer au rythme d'une respiration lente, profonde, comme si la terre elle-même était vivante sous leurs pieds. Lucas, malgré la peur qui lui noue l'estomac, décide de descendre quelques marches, le métal froid sous ses paumes. Mila et Élise le suivent à contre-cœur, leurs pas résonnant dans les trois passages comme des échos amplifiés. Plus ils s'enfoncent, plus le silence devient lourd et oppressant, l'air se raréfiant, chargé d'une pression invisible qui pèse sur leurs épaules. La lampe de poche projette des ombres dansantes sur les murs, révélant d'autres symboles, des graffitis anciens et des traces de ce qui semble être des équipements scientifiques abandonnés, des câbles effilochés, des boîtiers métalliques rouillés. Élise trébuche légèrement, son souffle court, j'entends des voix, comme si quelqu'un appelait. Lucas tourne la tête, reste près de moi. Ils atteignent enfin un petit couloir au bas de l'escalier où la lumière de la lampe de poche se reflète sur un symbole gravé dans le mur, un cercle barré de lignes irrégulières exactement comme sur la balise et sur la photo de Mila luisant d'une faible phosphorescence comme s'il absorbait la lumière. Soudain, une ombre se déplace au fond du couloir, une forme indistincte qui glisse silencieusement contre le mur opposé. Les trois adolescents retiennent leur souffle, leur corps figé dans un instant de terreur pure. La silhouette disparaît presque aussitôt, fondant dans l'obscurité comme un mirage, mais le froid intense et l'étrange sensation de présence restent, imprégnant l'air comme une menace tangible. Élise murmure, sa voix à peine audible, j'ai l'impression que le temps ralentit à cet endroit. Chaque pas est un effort, chaque souffle semble absorber notre énergie. Lucas sent ses membres s'alourdir, comme si une force invisible les retenait. Mila, les yeux écarquillés, balaye le couloir avec la lampe, c'était quoi ça? Un fantôme? Ils reculent lentement, le cœur cognant dans leur poitrine, l'adrénaline pulsant dans leurs veines. Alors qu'ils remontent à la surface, les marches grinçant sous leurs pas précipités, une dernière lueur clignote derrière eux, une lumière blanche intermittente qui illumine brièvement le couloir comme un adieu moqueur. La maison, normalement abandonnée et inerte, semble les observer, ses murs craquant légèrement comme si elle ajustait sa posture. Une impression persistante que la demeure elle-même est vivante, consciente de leur intrusion, un gardien muet des secrets enfouis. Lorsqu'ils atteignent la rue, haletant et couverts de sueur froide, les lumières de la maison s'éteignent définitivement, plongeant la colline dans l'obscurité totale, comme si la maison venait de refermer son secret avec un claquement invisible. De retour chez Lucas, tard dans la soirée, la maison familiale semble un havre de normalité comparé à l'horreur qu'ils viennent de vivre. Ils s'installent dans le salon, encore tremblants, buvant du thé chaud pour chasser le froid qui s'est insinué en eux. La radio, allumée sur une station locale, grésille faiblement, diffusant un fond de musique statique. Soudain, le grésillement s'intensifie et aucun mot discernable n'émerge, juste un murmure qui semble provenir du sous-sol, de l'endroit exact où ils étaient il y a peu. D'âmes sont étouffées, comme des voix lointaines filtrant à travers la terre, un écho de ce qu'Élise avait perçu. Lucas augmente le volume, mais cela ne fait qu'amplifier le chaos. C'est comme là-bas, balbutie-t-il. Mila pâlit, la maison n'est pas seulement un lieu abandonné. C'est un portail. Une porte qui relie ce monde à autre chose, à ce qu'il commence à appeler silencieusement l'écho. Et cette porte, même fermée en apparence, commence à s'ouvrir, ses gonds invisibles grinçant dans les profondeurs de Valmont-sur-Rivière, prête à libérer ce qui a été scellé depuis trop longtemps.